Bonjour les aventurières, c'est Laure, la fondatrice des Aventurières, qui accompagne les femmes entrepreneurs à vivre le plan A de leur vie et de leur business. Et aujourd'hui, je suis trop contente de reprendre les interviews avec Virginie de la marque Léora. Virginie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Virginie, je suis la créatrice de Léora. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis vraiment ravie de cette rencontre aujourd'hui. Je me reconnais complètement dans le message des aventurières et donc je suis super contente d'échanger avec vous sur l'entrepreneuriat et la façon dont je le vis au quotidien. J'ai créé Léora en 2017 avec une envie qui était de vivre de ce qui me passionnait, qui est le portage des bébés. J'ai aussi construit Léora comme un manifeste. En fait, je voulais démontrer que c'était possible euh, et viable de faire du textile en respectant la nature et les hommes. Le domaine textile, c'est un domaine où il y a beaucoup à redire. Et voilà, j'avais envie de faire cette démonstration-là à ma toute petite échelle et de montrer que c'était possible et réalisable. Et je dirais que c'est cette idée qui porte aujourd'hui chacun de mes choix d'entrepreneur au quotidien. Alors, comment ça se traduit en pratique? Nous, on fait des écharpes qui sont entièrement faites en France, que ce soit le tissage, la confection, les étiquettes, les cartons d'emballage, les documents qui accompagnent nos écharpes. En fait, on cherche toujours l'interlocuteur le plus proche et qui correspond à nos valeurs. Alors, quand c'est dans la région, c'est super. On travaille avec des Bordelais. Si on ne trouve pas à Bordeaux, on va chercher dans les régions voisines, puis en France. Et la seule chose qui n'est pas faite en France, chez nous, c'est la filature de fibres végétales, tout simplement parce que malheureusement, ça n'existe plus. Et j'espère que ça réexistera un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et la culture du coton pour les mêmes raisons. Donc, nous, notre filature de coton, elle est belge. Donc, ça reste proche. Et notre coton, il vient d'Afrique de l'Ouest. Et autant en Belgique, on sait qu'on a l'assurance que les conditions de travail sont satisfaisantes, que le respect des salariés et du droit du travail est là. Autant en Afrique, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, pour s'assurer que nos interlocuteurs respectent nos valeurs, eh bien, on s'associe aux deux labels les plus puissants qui existent aujourd'hui, qui sont le label GOTS. GOTS, c'est un label allemand qui propose du coton bio avec un degré d'exigence qui est le maximum aujourd'hui sur le marché, et le label Fairtrade. Fairtrade, pourquoi? Parce que c'est la seule garantie qu'il n'y a pas de travail des enfants dans les champs de coton et que le travail des femmes est rémunéré. En fait, dans ces structures-là, de manière traditionnelle, ce sont les femmes qui travaillent dans les champs de coton et ce sont les hommes qui sont payés. Et donc, le label Fairtrade permet de s'assurer que c'est celui ou celle, en général, qui a travaillé, qui est rémunéré. Voilà. Euh, Finalement, l'objectif, c'est toujours de respecter les hommes et la nature. Et ça, je le pousse au maximum dans chacun de mes choix, en gardant en tête que tout ce qu'on fait a des limites, qu'il y a certaines fois où on ne va pas jusque là où on voudrait aller. Mais à chaque fois qu'on est face à une limite, face à une impasse, eh ben on se dit que c'est le moment de trouver un autre chemin pour contourner ce problème et trouver une solution. Et donc ça, c'est hyper motivant au quotidien. Qu'est-ce que tu faisais toi avant de lancer Léora? Alors moi, j'ai travaillé, donc je suis ingénieure agronome au départ. Donc ma spécialité de base, c'est plutôt les rendements du blé. Et surtout, je dirais que ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les labels. Il y a le label, il y a des cahiers des charges. Après, comment ça se passe en vrai, dans la vraie vie derrière, quoi. Et ça me permet d'interroger en permanence la véracité et la réalité des messages qui sont affichés par mes fournisseurs. Ouais, tu es hyper exigeante sur vraiment toute la filière et le fait que vous faites au mieux, comme tu dis, avec ce qui est disponible sur la qualité des produits, quoi. En fait, ça me passionne, mais c'est ma formation initiale qui veut ça. Ce qui me passionne, c'est d'aller appeler un fournisseur et d'aller lui demander, OK, c'est quoi ta motivation à toi? Pourquoi tu fais ce job? Toi, tu fais des rembourrages de coussins en plumes. OK, tu le fais. Pourquoi tu fais ça? Et c'est quoi ton mantra à toi, quoi? Qu'est-ce qui te motive dans ton entreprise? Et ensuite, comment tu sources tes produits? Comment tu gères tes effluents, donc tes déchets? Et ces informations-là, cet échange-là que j'ai avec mes fournisseurs, ça me permet finalement d'identifier ceux
dans lesquelles je me reconnais vraiment, qui ont une vraie motivation à travailler proprement et à améliorer leur filière, finalement. Et ceux pour qui c'est plus des messages qui s'apparentent à du greenwashing. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cette filière-là, c'est que les fournisseurs avec lesquels on travaille, les industriels, ce sont des tout petits industriels. C'est un patron et sa boîte, c'est l'œuvre de sa vie, quoi. Et donc, on est tout le temps face à des passionnés et des gens avec qui on peut entrer dans le détail du process, de leur process à eux, de leur manière de travailler, etc. Ils sont hyper contents d'en parler parce que c'est leur vie. Donc ça, moi, c'est la partie de mon job que je préfère. Hein. C'est vraiment passionnant. Voilà. Okay. Et du coup, comment t'es passée de ta vie d'ingénieur? Oui. Ouais, c'est ça. Effectivement, j'ai pas fini. Donc, je suis ingénieure agronome de formation. Et ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans une banque, directement à la sortie. Okay. Donc, très, très éloignée. Pas la même ambiance que les producteurs. Pas du tout la même ambiance de travail. Donc, là, j'ai fait plein de choses dans la banque. J'ai fait de la relation clientèle, j'ai fait du marketing, du contrôle de gestion, de l'organisation. J'ai fait plein de sujets. Alors, c'était pas le job de mes rêves, hein, on s'entend. Mais par contre, ça a été extrêmement formateur. Je dirais sur un point central qui me sert, qui m'a permis de créer Léora, c'est que c'est pas parce que tu sais pas faire que tu n'es pas capable de le faire. Parce que finalement, je suis arrivée dans la banque, juste la première semaine, je ne comprenais pas ce que les gens me racontaient, quoi. Je ne comprenais pas 3 mots dans chaque phrase, c'était des espèces d'acronymes immangeables. Je suis arrivée, on m'a dit « Ok, tu montes les comptes financiers du client, machin ». J'étais là « Ok, je ne comprends pas, où sont mes champs de blé ?» et en fait, ça s'apprend comme le reste. Et ça m'a permis de lever cette espèce de verrou intérieur, de me dire « Ok, j'ai pas été formée sur ce sujet-là, donc j'en suis pas capable. » En fait, non, t'as pas été formée sur ce sujet-là, mais par contre, tu as des méthodes de travail et elles sont applicables partout. Et à partir du moment où on te met à disposition une doc, tu l'apprends, quoi. Et du coup, comme j'avais passé ce cap-là, qui est un frein, un auto-frein, hein, c'est moi qui me le mettais, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir. Mais quand je me suis décidée à créer Léora, je me suis dit, ok, je ne connais rien au textile, mais c'est pas grave, on va apprendre. Et en fait, ça marche comme ça pour tout, quoi. Comment tu t'es décidée, du coup? Qu'est-ce qui a fait le déclic de dire allez, je quitte et je monte une boîte dans un domaine auquel je comprends ou je connais en tout cas rien au départ? Alors, en fait, j'étais absolument passionnée de portage. J'étais vraiment une geek du portage. J'adorais ça. Je portais énormément mes enfants. D'abord par nécessité, parce que j'ai eu 2 enfants qu'on ne pouvait pas poser du tout. Et puis, très, très vite, c'est devenu un vrai plaisir d'avoir un petit bébé contre moi, apaisé, endormi, avec le souffle lent de sa respiration. C'était magique. Et donc, de objet utilitaire, c'est devenu une passion. Et j'avais très, très, très envie de vivre de cette passion, mais en même temps, j'étais dans un quotidien de salarié avec un joli plan de carrière sur les 20 prochaines années, ce qu'on peut avoir dans une grande entreprise. Et puis, donc, j'ai eu mon 2e bébé et à la suite de ça, j'ai pris un congé parental pour suivre mon mari qui devait partir 1 an au Québec pour son travail. Donc, on est parti à 4 avec 2 enfants en bas âge. Et là, finalement, je me suis éloignée un petit peu de mon quotidien de banquière. Et plus le temps passait, plus j'avais pas du tout envie d'y retourner. J'avais pas envie. Et puis, je me suis dit, ok, si un jour tu veux faire quelque chose pour toi, qui te parle, qui correspond à tes valeurs et qui résonne en toi, finalement, c'est le moment. Parce que là, tu n'es plus dans ton quotidien de salarié. Tu as perdu quelque part ce confort-là, même si j'aurais pu retrouver mon poste en rentrant. Et donc, ça a été le déclic, quoi. Et ce qui était assez magique aussi à Québec, et je pense que j'aurais pas forcément osé de la même manière si j'avais été en France, c'est que là-bas, des changements à 180 degrés, c'est juste la norme, en fait. Ça fait peur à personne. Et toutes les portes se sont ouvertes. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais faire des écharpes de portage, je sais pas faire un tissu, je sais même pas comment fonctionne un métier jacquard. Comment je fais? Et je suis allée taper à toutes les portes. Je suis allée dans les écoles de tissage, j'ai contacté des artistes qui étaient spécialisés dans le jacquard. En fait, ce qui était juste magique, c'est que tous ces gens-là, ils m'ont reçu. Je leur ai dit, voilà, ça fait 10 ans que je fais de la banque, maintenant je veux faire du tissu. Ils m'ont dit, ok, cool, viens, regarde, je vais te montrer.
Et ça, c'était juste incroyable, en fait. Et donc, pendant 1 an, cette année à Québec, je me suis vraiment formée en rencontrant le plus de gens possible. Euh, et quand je suis revenue en France, j'avais cette légitimité de celui qui sait, parce que j'avais acquis des compétences. Et donc, on ne m'a pas posé la question de ma formation. C'est mon tisserand, 1 an après qu'on ait commencé à travailler ensemble, qui m'a dit, mais au fait, vous avez quelle formation, vous initiale, quoi. Et ben, en fait, moi, ma formation initiale, c'est ingénieur agronome. Et puis, c'était plus grave parce que ça y est, c'était enclenché, ça fonctionnait. Et, voilà. J'ai validé finalement mon projet avec des gens à Québec et ensuite, je l'ai mis en œuvre en France. Tu t'es lancée toute seule au début, quand tu es rentrée? Je me suis lancée toute seule, avec mon petit téléphone, à appeler les fournisseurs. Et ça, franchement, avec le recul, c'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait. Je suis dans une pépinière entreprise depuis janvier et c'est un apport énorme. Parce que ce qui est le plus dur, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est d'être tout seul. On est tout seul tout le temps. On est tout seul face à nos problématiques. Et aussi, réussir une entreprise, c'est avoir une stratégie à long terme. C'est voir loin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'immédiat, il y a les urgences du quotidien. Mais si tu n'as pas un œil qui regarde au loin, tu te perds, en fait, dans ce quotidien-là. Donc, il faut avoir ce recul-là. Et ce recul, on peut l'avoir que si on le confronte aux autres. Enfin, en tout cas, moi, j'avais vraiment besoin de le confronter à la pensée des autres. Et donc, le fait de plus être toute seule, ça m'a énormément aidée. Cool. Moi, il y a deux trucs qui m'impressionnent. Tu vois, je savais pas que tu étais toute seule depuis le début. Il y a deux trucs qui m'impressionnent énormément et je cite tout le temps Léora en exemple aux aventurières dans les programmes et dans les coachings parce que alors maintenant, j'ai vu qu'il y a une boutique en ligne et que c'est moins le cas, mais pendant des années, enfin pendant les premières années, pour pouvoir acheter une écharpe, il fallait participer à un tirage au sort. Donc, il fallait rentrer ses coordonnées bancaires et puis espérer d'être tiré au sort. Et la copine qui m'a parlé de Léora, elle était vraiment, à partir du moment où elle a décidé d'en avoir une, c'était vraiment un objet de désir très fort. Pendant plusieurs mois, elle a participé jusqu'à être tirée au sort et elle a réussi. Et j'ai adoré cette idée de renverser le business model classique du e-commerce où il faut qu'il y ait énormément de quantité tout de suite disponible. Et c'était pas du tout le choix que tu avais fait. Et en même temps qu'on pourrait se dire, oh super, c'est snob, il y en a 10 par mois. Voilà, il y a 10 chanceuses qui vont réussir à l'avoir. En même temps, un énorme travail sur la communauté, sur le fait de mettre en avant les clientes, sur le fait d'avoir un circuit pour qu'il y en ait qui reçoivent des écharpes avant. Enfin, j'aimerais bien que tu me parles un peu de comment tu as imaginé tout ça parce qu'il y a énormément de pépites là-dedans. Alors, en fait, j'aimerais dire que tout ça a été calculé, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, déjà, j'ai bénéficié de quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus, qui était, il y a 2 ans et demi, une visibilité incroyable via les réseaux sociaux. Les clientes passionnées, enfin les potentielles clientes passionnées du portage, elles étaient regroupées, je caricature un peu, mais en gros, elles étaient regroupées dans 2-3 groupes Facebook qui parlaient que de ça. Et à cette époque-là, quand tu publiais quelque chose sur Facebook, c'est comme si tu avais 80% de tes clientes dans une pièce et que tu leur parlais. Aujourd'hui, avec les algorithmes, ça n'est plus du tout le cas. Quand tu parles, aujourd'hui sur Facebook, tu as un reach de 2%, donc il y a 2% de ta communauté qui le voit. Donc, on est dans quelque chose qui a quand même énormément évolué. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui m'a permis de construire ma communauté, finalement. Après, tu as parlé de ton projet en amont, tu leur as dit, moi j'ai envie de faire ça, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, est-ce qu'il y a des idées, des choses comme ça? Non, très peu en fait. J'ai construit mon projet exactement comme je l'avais en tête. Moi, ce qui m'importait, c'est que ce soit parfaitement cohérent en termes de valeur. C'est-à-dire que j'avais un objectif et je voulais pas qu'il y ait de compromis, aucun. Et je me suis dit, si tu restes cohérente dans ton message du début à la fin, ça apparaîtra cohérent aux gens parce qu'il n'y a pas de piège, finalement, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de discours préconstruit. Et donc, les gens qui vont se retrouver là-dedans me rejoindront. Et ça c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé même au-delà de mes espérances, je dirais. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ok, pour toi, c'est hyper important que l'étiquette, elle soit pas en produits synthétiques comme 100% des étiquettes de tout ce qu'on trouve dans le textile. Mais à mon avis, personne ne va noter le détail, quoi. En fait, je me suis trompée. Je l'ai fait parce que c'était important pour moi.
Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était super important aussi pour les gens de pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui va au bout d'une démarche et qui est cohérent sur la totalité de son message et quelqu'un qui finalement affiche un message mais n'est pas capable de développer ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première chose. Ma communauté, elle s'est vraiment construite là-dessus. Et ça a été vraiment une super surprise, quoi, de me dire, OK, tu peux y aller sur ce message-là. En face, ça intéresse les gens. Et en fait, plus tu leur expliques la manière dont tu travailles, plus ils s'y intéressent. Donc, c'est un levier énorme. Ensuite, pour la question des volumes, ça, je dirais qu'au départ, ça a plus été suivi. C'est-à-dire que moi, donc, pour finir sur ce que tu disais, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé à 3-4 personnes qui étaient des personnes avec qui j'avais créé une relation particulière. Et elles se sont fait le relais très fort, en fait, de ce message-là. Mais en off, enfin, on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu sur les groupes de portage. Elles ont échangé en MP, etc. Et elles ont fait un relais complètement magique. Et donc, quand j'ai lancé mes écharpes, j'avais 20 écharpes et j'avais 1000 demandes. Et là, je me suis dit, je fais quoi? Parce que moi, je ne suis pas capable d'en faire 1000, en fait. J'étais toute seule, l'outil n'était pas du tout industrialisé. Et encore aujourd'hui, c'est notre problème principal, hein, ça, d'arriver à industrialiser l'outil. Donc, comment je fais pour faire face à ça? Et donc, c'était assez dur parce que les gens étaient très frustrés. Parce que être en dessous de la demande, c'est bien. Mais être autant en décalage avec la demande, ça crée des frustrations énormes. En fait. Tu as eu 1000 demandes dès les premières écharpes, en fait. J'ai eu 1000 demandes, j'ai sorti mon premier modèle, j'ai eu 1000 demandes, j'avais 20 écharpes. Là, je me suis dit, OK, ça va être compliqué, quoi. Donc, j'ai fait les tirages au sort, finalement pour essayer, et d'ailleurs, pendant 1 an, j'ai fait ça. Pendant 1 an, j'ai essayé de trouver la manière la plus juste d'attribuer mes écharpes, parce que les gens, ils se disaient, non, mais s'il faut 1 an, il y a des gens qui ont attendu 1 an leur première Léora, quoi. Donc, un truc qui est pour porter un bébé qui, par définition, grandit vite, c'était super frustrant. Donc ça, c'est, je dirais, la partie non consciente qui a été un peu subie du processus. À côté de ça, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, c'est qu'on ne soit pas... Pour moi, aujourd'hui, dans le textile et dans tous les domaines, on est inondé de trucs disponibles. Tout est archi disponible. Tu as une envie, tu peux la satisfaire dans l'instant. Tu achètes sur Amazon, dans l'après-midi ou le lendemain, tu as ton truc. Donc, il y a une espèce d'overdose de trucs disponibles que je trouve assez étouffant pour la planète et même étouffant en tant que consommateur. Et donc, je trouve que c'est important que certaines choses puissent être moins disponibles et que tu puisses avoir le temps de réfléchir à ton achat, d'anticiper si vraiment ça va être bon pour toi ou pas, et que tu puisses te dire, ça, c'est pas un produit de grande consommation, de grande série, c'est quelque chose qui est précieux parce que ça a été fait de manière artisanale dans un petit atelier à échelle humaine. Donc, c'est aussi pour ça que on dit des fois que je crée la rareté. À la fois, c'est pas totalement vrai parce que nous, on n'a pas la capacité de produire énormément, mais c'est un petit peu vrai parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir quelque chose qui est pas écœurant de disponibilité, quoi. Donc, c'est un peu cette double ambivalence. Je sais pas si j'ai totalement répondu. Pour la communauté, elle s'est construite, je dirais, autour des valeurs, c'est ça. Et pour la disponibilité, c'est moins vrai aujourd'hui parce que au fur et à mesure, les écharpes ont augmenté. Non pas, chaque production est toujours à peu près a toujours le même volume. Hein. Je fais jamais tellement plus de 25 écharpes par série. En revanche, comme j'en ai sorti plusieurs modèles, la petite communauté des mamans porteuses a presque toutes pu avoir sa Léora. Par contre, j'ai encore beaucoup de demandes que je satisfais pas en fait. Tous les jours, j'ai des clients qui m'écrivent en me disant je veux cette écharpe. Ah, mais moi, je ne l'ai plus parce qu'elle est faite en série limitée. Et ça, je pense que c'est super important de le conserver, à la fois pour que la personne qui a acheté l'écharpe puisse savoir qu'elle a quelque chose de rare et de précieux et qui est presque unique, qui a été pensé pour elle, et aussi pour pouvoir se renouveler systématiquement. Parce que si tu réédites, tu n'as plus de créa, quoi. Tu vois, tu n'inventes plus rien si tu réédites des anciens trucs. Donc là, ça me permet en permanence, moi, j'ai pas envie de faire tous les jours la même chose, donc je le fais pas. et ça me permet d'inventer des trucs nouveaux tous les jours, et ça, c'est super chouette. Par contre, on a un petit peu fait évoluer notre modèle distributif, c'est-à-dire qu'avant, c'était très descendant. J'inventais quelque chose, je le mettais en ligne en série limitée, et effectivement, c'était la course à la première qui l'a. Aujourd'hui, je préfère co-construire avec mes clientes.
C'est pas tellement un choix commercial, c'est plus un choix en fait créatif parce que ça crée une espèce d'intelligence collective qui est juste magique. C'est-à-dire que moi, j'ai mes inspirations propres qui sont faites de mon histoire, de ce que j'aime dans l'art, de ce qui me touche personnellement. Mais il y a autant de créativité que de personnes, en fait. Donc, je constitue des petits groupes et je fais ce qu'on appelle des customs. Donc, c'est une écharpe qu'elles vont construire elles-mêmes. Et ça, c'est passionnant à deux titres. D'abord, ça me fait faire des choses que j'aurais jamais faites et qui sont souvent des très, très bonnes surprises. On a eu l'exemple de Rêverie Carnaval, je ne sais pas si... Bon, bref, ça parle pas forcément à tout le monde, mais une écharpe multicolore avec des danseuses. Cette écharpe-là, je ne l'aurais jamais fait. Quand les filles m'ont dit on veut telle couleur, telle couleur, telle couleur, je dis non, je le sens pas du tout, franchement, je le sens pas. Et puis j'y suis allée parce que j'avais envie de leur faire confiance. Et en fait, je crois que c'est une de mes plus belles réussites. C'est juste, enfin, de leur réussite, du coup, c'est elles qui l'ont inventée. Ça, c'est assez magique, en fait. Donc ça, c'est la première. Comment ? C'est des groupes en ligne, ça, que tu constitues ou... Ça, des petits groupes. Ben, on va le faire évoluer. Pour le moment, on le fait à 3-4 personnes parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. Donc, il faut quand même un groupe soudé et engagé sur le projet, sinon ça devient difficile. Il ne faut pas que ce soit trop dilué. Mais on réfléchit aussi à le faire de manière un peu plus large sur notre groupe de fans. Ça va évoluer au fur et à mesure. L'idée, c'est de proposer un petit peu des choses différentes à chaque fois. Donc, c'est génial parce que ça permet de se réinventer de bénéficier de l'intelligence collective des autres. Et ça, c'est génial. Et ça permet aussi de faire rentrer les gens avec qui tu fabriques ça dans ton processus de création. C'est-à-dire, elles ont une idée prédéfinie, mais moi, je vais leur dire, ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour telle raison. Parce que quand tu mélanges telle couleur avec telle couleur sur le métier, en fonction du tissage que j'utilise, ça marchera pas. Et tout ce travail-là, bon, d'abord, moi, il me passionne, donc je suis hyper contente de le partager. Et puis, pour les clientes aussi, ça leur permet de comprendre ce qu'il y a derrière une écharpe, le travail qu'il y a derrière, et qui est énormissime, en fait. Et voilà, donc j'adore ça, je pense qu'on va continuer à le faire. À côté de ça, on a commencé à mettre nos premiers produits disponibles en stock, ce que tu as vu sur notre site internet, qui sont des slings, que là, on a industrialisé, c'est un grand mot, hein, mais un tout petit peu industrialisé, c'est-à-dire en gros, on a moins de choix de couleurs, moins de choix de tissage que sur notre gamme collectionneuse. Ça me permet d'avoir un prix un petit peu inférieur. Il y a moins de choix de couleurs, mais en même temps, on conserve la qualité du tissage, on conserve les matières premières qui sont identiques. Donc, tu as une écharpe Léora avec la qualité Léora complètement. Simplement, tu as moins de choix de couleurs et on en fait un peu plus puisque c'est disponible en stock. Ça me permet de baisser un petit peu mon prix et ça me permet de m'adresser aussi aux parents novices qui vont démarrer le portage et qui ne vont pas forcément rentrer dans l'idée d'attendre son écharpe 3 mois, d'être au taquet le jour de la vente pour être le premier, etc. etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, mais ça restera des produits très spécifiques et qui n'ont pas du tout la créativité qu'on met dans nos écharpes de collection. Ça, je réserve pour les collections limitées. Et toi, tu as créé une marque qui est vraiment magnifique avec, comme tu disais, une exigence de cohérence du début à la fin. Du coup, j'imagine que tu as pensé aussi avec ce niveau d'exigence, l'expérience client. Qu'est-ce que c'est d'être une cliente Léora ? À quoi ça ressemble en fait dans ta tête l'expérience ? Comment tu as construit toute cette expérience client et tout cet univers de marque ? Pour moi, il y a 3 piliers. Le premier, c'est effectivement les valeurs qui sont derrière notre marque. Ça, je dirais que c'est juste le minimum vital. En fait, s'il n'y a pas ça, la marque n'existe pas puisque c'est sa raison d'être. Ça, c'est les exigences que je me mets à moi pour ma façon de produire. Après, qu'est-ce que je dois au client ? Ce que je dois au client, c'est d'abord un confort absolu. Quand on achète une écharpe 350 €, c'est pas pour qu'elle dure 15 jours, c'est pour qu'elle t'accompagne du début du portage jusqu'à la fin du portage. Et que tu sois confortable avec un bébé de 3 kilos et avec un bambin de 15 kilos. Donc ça veut dire derrière énormément d'innovation sur les tissages. Et là, j'ai une chance incroyable parce que j'ai un tisserand qui accepte en permanence de se remettre en cause, à qui je peux faire 10 fois, 15 fois les tests, si nécessaire, et qui me suit tout le temps là-dedans, dans ce progrès permanent sur les tissages. Donc ça, c'est super chouette. En plus, c'est mon petit côté ingénieur qui ressort, j'adore ça, donc j'en profite. Mais l'objectif derrière, c'est, OK, celui qui porte,
il faut qu'il soit parfaitement confortable, il faut qu'il soit bien dans ce tissu-là et que ça remplisse sa fonction technique. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième, c'est je veux que les femmes qui portent mes écharpes se trouvent belles et élégantes. Quand on accouche, quand on a un bébé, pour la première fois, pour la deuxième fois, c'est un chamboulement incroyable. On a son corps qui se transforme en quelques heures au moment de l'accouchement, son cœur aussi, puisqu'avant, on était le centre de son monde et en quelques minutes, du fait que ce bébé est sorti de notre ventre, le centre de notre monde se décale sur ce petit être. Et c'est magique, mais en même temps, c'est une période où du coup, tous ces chamboulements fragilisent un petit peu, où on peut se sentir un peu vulnérable et pas forcément avoir des facilités à se reconnaître dans ce qu'on voit dans le miroir. Et moi, je conçois mes écharpes pour que les mamans, quand elles s'enroulent dans une Léora, elles se rendent compte à quel point elles sont belles avec ce nouveau corps de maman et qu'elles se rendent compte à quel point elles sont belles, élégantes et magnifiques dans cette nouvelle vie qui s'offre à elles. Quoi. Et je reçois beaucoup de messages en ce sens. Donc, je suis hyper contente. Ça veut dire que l'objectif est atteint. De mamans qui me disent moi, je m'habille avec 2 jeans de grossesse et 3 t-shirts d'allaitement. C'est quand même un peu la déprime. Mais quand je mets ma Léora, je me sens belle, je me sens élégante, je me sens prête à aller en soirée, quoi. Voilà. Et c'est ce petit truc-là qui peut paraître du détail, mais en fait, qui n'en est pas du tout, parce que ça permet de se réapproprier son identité et je pense de vivre mieux sa maternité. Et d'ailleurs, on en parlait avant d'enregistrer, là, mais les modèles que tu choisis, du coup, c'est des appels dans la région et c'est que des vraies mamans et tu as fait le choix fort de pas du tout avoir de top modèles ou de personnes qui sont du métier. Non, je prends jamais de top modèle. Parce que je veux que les femmes, elles voient de quelle manière elles peuvent être belles simplement comme elles sont, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai fait shooter des mamans qui étaient connues dans le monde du portage et à qui on a dit oh, t'es tellement belle sur le shooting, je t'ai pas reconnue. Et donc moi ça m'a permis de leur dire aussi, mais tu vois, en fait t'es juste super belle et tout le monde te le dit, quoi. Et ça c'est super valorisant. Et en fait je vois pas quel intérêt j'aurais à prendre un top modèle, parce que pour moi c'est pas la beauté que j'ai envie de mettre en valeur. J'ai largement assez de beauté dans le regard d'une maman sur son bébé porté pour pas avoir besoin d'aller chercher une top modèle. Est-ce que dès le début, tu avais cette qualité-là de photo, parce que tout est c'est un environnement, c'est marrant parce que c'est geek au niveau de l'exigence sur tous les matériaux et c'est hyper poétique aussi, Léora. Il y a vraiment quelque chose c'est un univers de poésie, de douceur, de luxe, mais effectivement pas au sens inaccessible, plus au sens le luxe que je m'accorde à moi. Est-ce que dès le début, tu avais ce niveau-là d'exigence dans la beauté aussi de la marque, de la page Facebook, du site, ou est-ce que ça c'est venu au fur et à mesure parce que tu pouvais pas tout faire en même temps? Alors, les photos, on a tout de suite fait des photos professionnelles. Parce que moi, c'était ma seule interface pour parler à mes clientes. Et je considère que c'est aussi, ça fait partie du respect qu'on doit à ses clients que de proposer des belles images et qu'elles aient plaisir à venir sur notre page et à profiter justement de ce qu'on leur diffuse. Donc ça, oui, dès le départ, on l'avait. Dès le départ aussi, j'ai énormément travaillé les textes pour raconter des histoires qui soient personnelles, mais dans lesquelles les clientes peuvent se reconnaître. Et j'ai eu beaucoup de... Ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de ma marque et auquel je tiens beaucoup parce que très souvent, j'ai des messages de clientes qui me disent oh, « J'ai pas flashé au départ sur l'écharpe, mais par contre, l'histoire, je me reconnais tellement dedans que pour moi, cette écharpe, elle porte le message que vous essayez de diffuser avec son histoire et ça me parle. » Et ça, je pense que c'est super important aussi qu'il y ait du partage, non pas d'une vie idéalisée, mais de toutes les expériences du quotidien qui finalement on peut partager avec les autres et qui enrichissent tout le monde, quoi. Moi, je m'enrichis énormément de ce qu'on me raconte et j'essaye de rendre aussi un petit peu à mon échelle mes propres expériences. Et ça, il y avait toujours beaucoup de poésie dans ces histoires-là. C'est un peu notre marque de fabrique. Parce que j'adore écrire. Ouais, tu vois, je suis très bavarde, donc j'adore ça. Il y a des choses
que, par contre, qu'on n'avait pas fait aussi bien dès le départ. En particulier, le graphisme, le logo, je l'avais fait toute seule. Et là, cette année, je l'ai fait revoir par une graphiste. Le site internet, je l'ai fait avec mon papa, la première version. Donc, c'était beaucoup de bidouillage. Là, on a refait un site cette année qui est beaucoup plus haut de gamme en termes de visuel, en tout cas. Voilà, c'est un mix des deux. Ce que je pouvais faire avec moi-même, avec ce que j'ai dans les tripes, je l'ai fait. Et puis après, il y a bien sûr des choses qui se sont construites. Et ça, c'est hyper vrai pour tout, en fait. Quand j'ai commencé à me saisir des réseaux sociaux, vraiment de travailler cet aspect-là. Parce que au début, finalement, c'était assez facile. Je disais un truc, les clientes le voyaient, fin du problème. Aujourd'hui, il faut déployer une énergie énorme pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et aussi, c'est super bien parce que c'est plus exigeant. Il faut délivrer beaucoup plus de contenu, de qualité, etc. Et ça, au début, quand je me suis rendu compte que maintenant, ça allait être nécessaire de faire ce travail-là, je me suis dit, OK, mais là, concrètement, moi, j'ai 3 minutes par jour à y allouer, donc comment je vais faire? J'étais toujours toute seule à cette époque. Et là, j'ai démarré en faisant ce que je pouvais, en bidouillant, en faisant un truc qui n'était pas parfait. Et je me suis dit, bah, fais-le, et puis tu vas progresser, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est-à-dire que la perfection, elle est impossible. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la perfection. Il y a toujours cette espèce d'entre-deux où il y a toujours une partie de bricolage. À un moment, il faut juste l'accepter et puis pas en avoir trop peur pour continuer à avancer, quoi. Et finalement, on progresse au fur et à mesure, on apprend soi-même de. Et d'ailleurs, j'adore, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais j'adore ce qu'il y a sur ton site. Vous avez peur, ça tombe bien, c'est notre devise. Mais moi, ça, je me dis ça tous les jours. Je me lève le matin en me disant okay, j'ai super peur, mais c'est pas grave, j'y vais. Donc, je me reconnais complètement là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a des gros plantages, justement, des trucs où tu t'es dit, waouh, là, on a merdé? Ouais, carrément. Il y a eu des gros plantages de production. Par exemple, nos écharpes en yak. C'est une matière à laquelle je tiens beaucoup parce qu'il y a un sourcing, on pourra en reparler si tu veux, hyper quali derrière. En gros, c'est Ingénieurs sans frontières qui a monté cette coopérative en Mongolie pour réintroduire l'élevage du yak, qui était un élevage traditionnel, qui avait totalement disparu au profit des chèvres cachemire, qui se valorisent très très bien. Le problème de la chèvre, c'est qu'elle arrache l'herbe pour manger, donc elle provoque une désertification terrible, alors que le yak broute, donc préserve son environnement. Donc Ingénieurs sans frontières est allé là-bas, a dit ok, vous, ce que vous savez faire, c'est du yak. Vous avez arrêté d'en faire parce que vous ne gagnez pas votre vie, mais on va vous aider à gagner votre vie avec ça et vous allez refaire du yak. Donc nous, on achète cette matière-là qui est hyper quali et on adore l'histoire qui est derrière. Sauf que le yak, c'est aussi doux, aussi qualitatif et plus résistant que le cachemire, mais c'est pas doux tout de suite. Il faut le rôder pour que ce soit doux. Donc nous, on fait rôder nos écharpes en yak auprès d'un apprêteur. Ça s'appelle comme ça. Pour les rendre ultra doudous dès qu'elles arrivent. C'est aussi doux que du cachemire quand ça arrive. Qui fait avec, ça m'intrigue, il se roule dedans comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ça passe dans des gros rouleaux. En fait, c'est lavé et frotté. C'est une usure D'accord. mécanique, quoi, finalement. Voilà. Et on a eu des prods qui ont brûlé, par exemple. Parce que si tu chauffes trop, la laine, ça feutre. Et donc, j'ai des prods entières. Une prod comme ça, à produire, il y a 15 000 € de coût de revient. Ça a été de la poubelle, quoi. Voilà, j'ai eu ça comme plantage. Après, j'ai comme gros plantage. J'ai démarré avec un plantage. La première chose que j'ai fait, c'est de me planter. Au début, la première écharpe que je voulais faire, c'était une écharpe turquoise et bleu marine. La laine était turquoise et le coton bleu marine. Donc, je trouve un filateur génial avec qui je travaille encore d'ailleurs, qui est dans la Creuse et qui propose du mérinos d'Arles, donc dans le sud de la France. Donc là, c'est français, quoi, de la bestiole jusqu'au fil. Et en plus, bon, ils ont vraiment un état d'esprit qui me correspond complètement. Donc, je travaille avec eux, on met au point les couleurs sur mesure, etc. Et au moment d'envoyer la laine, mon contact m'appelle, Aline m'appelle, elle me dit ok, la laine, on ne sait pas pourquoi, mais la teinture a mal prise. C'est une vieille couleur délavée qui n'a pas pris de manière équivalente partout. Là, j'étais censée vendre 15 jours après. Et donc, je lui dis non, mais envoyez-la moi quand même, on va voir ce qu'on peut en faire. Je reçois le truc, ok, inutilisable, poubelle, pareil. Là aussi, ok, donc là, j'avais rien vendu encore, tu vois, c'était le tout début de Léora. Un peu crise d'angoisse.
Et du coup, on a réfléchi et on a fait, finalement, elle me dit, bon, ben moi, la seule chose que je peux faire, c'est la teindre en noir. Et donc, on a dit, bah, banco, vous la teignez en noir. On ne pouvait même pas refaire sur de la nouvelle laine parce que comme c'est des produits très rares, il n'y avait plus de stock. Il fallait attendre le printemps prochain qu'on retourne les moutons, quoi, tu vois, c'était... Alors, il y avait 2 solutions. Soit je prenais de la laine de Nouvelle-Zélande, donc autant dire no way. Soit, j'attendais l'été prochain, autant dire no way. Donc, elle me dit, bon, bah, c'est pas grave, on peut la teindre en noir. Et du coup, on la teinte en noir et ma première écharpe, ça a été une écharpe noire et blanche. Et en fait, je pense que c'était le meilleur pari à faire parce que c'était intemporel, ça plaisait à tout le monde et ça a été... c'est notre écharpe aujourd'hui, c'est encore notre écharpe phare qui se revend encore plus cher que le prix retail, le prix de départ, d'occasion. Et ouais, ça c'est un truc aussi hyper important, c'est que souvent, les échecs, ça devient des opportunités. Ça a été hyper souvent le cas dans ma vie en fait. Les étiquettes, je me suis cassé les dents sur les étiquettes. Je voulais des étiquettes en coton bio-équitable. À chaque fois que j'ai appelé un fournisseur, il me disait « Mais oui, mais c'est une super bonne idée, madame. » Ok, si vous me commandez 5000 mètres d'étiquettes. Moi, 5000 mètres d'étiquettes, j'en ai à peu près pour 15 ans. Ça va pas être possible. Donc, je trouvais pas. Et honnêtement, je pense que ça n'est pas possible aujourd'hui sur le territoire français et même à l'extérieur. Et un jour, donc j'étais un peu désespérée de ne pas avoir mes étiquettes. Comme je suis du genre fonceuse, j'avais déjà planifié ma vente et tout, j'avais pas d'étiquette, tout allait très bien. J'étais en parfait contrôle de la situation. Et un jour, un week-end, j'ai chiné un vieux miroir pour moi dans une brocante. Je retourne le miroir et je vois derrière des vieilles broderies anglaises. Et là, je me dis, mais c'est trop cool ça, je vais faire mes étiquettes là-dessus. Bon, en vrai, ça n'a pas été super facile non plus parce qu'après, il a fallu trouver un sérigraphe à qui il a fallu expliquer que ça allait être de tissus non standardisés, différents à chaque fois, pas avec les mêmes largeurs et qu'il allait falloir qu'il me sérigraphie ça sur mesure. Donc ça a encore été une autre histoire, mais je l'ai trouvé. Il y a des perles rares partout. Et il y a des gens géniaux partout, ça c'est vraiment une certitude. Et bref, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je pense que nos étiquettes brodées, c'est quelque chose qui fait la différence sur nos écharpes. Voilà, clairement. Donc finalement, je regrette pas du tout d'être restée fidèle à ce que je voulais et d'avoir dit non, je ne prendrai pas les étiquettes en polyester. Et puis, même si ça a été une difficulté, voilà, j'en ai une ici. Donc ça date des années 50. C'est une petite broderie anglaise qui a été chinée dans une vieille usine. Et puis, on sérigraphie dessus notre devise et puis la composition du produit. Trop bien. Du coup, chaque écharpe est unique parce que comme quand on chine, autant dire qu'on ne trouve pas des stocks énormes. Donc, d'une écharpe à l'autre, c'est pas pareil, mais ça permet à chaque client de découvrir avec son écharpe quelque chose qui est unique. C'est génial. J'adore dans ton histoire ce mélange d'intransigeance sur les trucs qui sont non négociables et en même temps de totale adaptabilité sur bon bah voilà, les étiquettes 5000 mètres, c'est pas possible, donc on va prendre autre chose et puis on va se débrouiller avec ça. Et je trouve ça assez juste. C'est exactement ça en fait dans l'entrepreneuriat. On est tout le temps entre qu'est-ce qui est non négociable pour moi, et là sur ça, je sais pas comment, mais je vais pas lâcher l'affaire. Et qu'est-ce qui doit pouvoir avoir de la souplesse et du jus, parce que si tout est non négociable, au bout d'un moment, je me prends juste un mur dans la face et ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'écris en fait. J'écris, j'ai un papier. Quand je m'appelle un fournisseur, bon, pourtant je le connais, hein, ça vient de moi, mais j'écris ce sur quoi je ne transigerai pas. Parce que quand tu es dans la discussion avec le fournisseur, lui t'explique ses contraintes, etc., etc., tu peux un peu te laisser emporter par ses propres contraintes à lui qui sont légitimes. Et si tu n'as pas à côté de toi le truc qui dit non, mais ça c'est case non, quoi, en fait. Là, ça s'arrête, la discussion s'arrête si on ne peut pas avoir ça. Moi, c'est mon garde-fou un petit peu. C'est ce qui me permet d'être sûre que je reste tout le temps cohérente avec ma démarche. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un mantra que je me répète tout le temps, qui est une phrase de Théodore Monod, qui dit « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ». Et ça m'aide vachement, en fait, à lever mes propres barrières et les barrières que peuvent avoir les autres. Quand quelqu'un me dit « Non, c'est impossible », je me dis « Ok, non, c'est impossible pour toi. Je vais aller chercher avec quelqu'un d'autre. » Et en fait, tu finis par trouver. En général, tu finis par trouver. Si tu es capable de te remettre en cause aussi, de dire « Ok, là, je fais fausse route. Ça ne va pas marcher comme ça. Alors, ok, je contourne comment le problème. » Génial. Et comment tu fais du coup aujourd'hui pour continuer à toucher de nouvelles personnes? Parce que dans le portage, j'imagine une des contraintes, c'est aussi que c'est tout le temps des nouveaux clients.
il y a bien des femmes qui vont faire plusieurs enfants, mais si tu veux durer pendant des années, bah, pour créer la marque, il faut qu'il y ait plusieurs générations de mamans qui s'emparent de cette marque. Alors ça, c'est le vrai sujet d'actualité aujourd'hui. D'abord, on a la chance d'avoir des clientes qui sont très prescriptrices. Et parce qu'elles sont passionnées, elles parlent de nos produits autour d'elles. Et donc, ça nous amène des clients, je dirais, naturellement. Et là, aujourd'hui, on est à un point où le dématérialisé pour nous, donc les réseaux sociaux, atteint ses limites. Du fait des algorithmes, mais pas que. Du fait aussi que les relations sur Internet créent un certain biais, un certain prisme qui est assez frustrant en fait pour moi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup ressortir le négatif, moins le positif. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire passer. C'est-à-dire que nous, on écrit des choses, mais après, pour comprendre l'authenticité de ce qu'il y a derrière, il faut rencontrer les gens. Aussi pour s'attacher à leurs problèmes réels, à ce qu'ils rencontrent, pour savoir exactement ce qu'ils cherchent. Il faut pouvoir les rencontrer et les voir porter avec leur bébé, et voir comment ils interagissent, etc. Donc tout ça, ça passe par du contact physique. Et là, on est vraiment à une charnière, on se dit, OK, les réseaux sociaux, c'est une arme extraordinaire pour communiquer, pour se faire connaître, mais c'est insuffisant. Et donc, on travaille de plus en plus avec les monitrices de portage pour co-construire avec elles la marque et co-construire avec elles le déploiement de la marque. Et pour moi, c'est hyper rassurant. Alors d'abord parce que ce ne sont que des passionnés, donc c'est juste passionnant de travailler avec des gens passionnés. Elles adorent ce qu'elles font, elles sont hyper contentes d'essayer nos produits, de les faire connaître, etc. Elles sont de très bonnes cliniciennes, donc je sais que si j'envoie des gens vers ces personnes-là, ils vont être sécurisés, encadrés, mis dans ce cocon qu'on essaye de créer autour des mamans, des jeunes mamans. Ce que je disais tout à l'heure, elles ont vraiment besoin de se sentir accompagnées, prises en charge, valorisées. Et les monitrices de portage font ce travail avec beaucoup de talent et beaucoup de bienveillance. Et donc, je dirais que c'est ça pour moi la suite pour Léora, pour se déployer. Toujours la communauté, toujours pareil, quoi, la communauté et l'exigence sur l'expérience qu'on fait de la marque, quoi. Ouais, ça reste cohérent. C'est les canaux qui changent et les canaux vont continuer à changer. Facebook a annoncé 0% de reach sur les publications gratuites. Donc, Facebook, c'est fini en fait, pour des petites marques comme nous. Donc, c'est pas grave, il y aura autre chose, il y a autre chose, il faut arriver à être un peu dans l'anticipation aussi pour être au bon endroit au bon moment. Mais je pense que de plus en plus, on va revenir à du contact réel. Nous, on multiplie aussi les rencontres où on va voir les gens, on crée des mini-rencontres finalement, c'est pas des salons, mais c'est juste, OK, 15 mamans qui ont envie de découvrir Léora, ben, j'y vais. Et en fait, ça, alors effectivement, ça me permet d'asseoir un développement commercial, mais avant tout, c'est hyper ressourçant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je reviens avec des bonnes idées, en mettant le doigt sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et voilà, et c'est encore l'intelligence collective quoi, qui est derrière. C'est pour ça qu'on s'appelle la ruche Léora. C'est parce que moi, toute seule, Léora n'existe pas grâce à moi, en fait. Il existe grâce à mon tisserand, mon filateur, qui fonctionne dans le même sens que moi, que j'embête sur leur process en disant mais non, là, on utilise du plastique, on le vire comment ce plastique? Tous les jours, voilà, on a ces discussions-là. Et franchement, j'ai de la chance d'avoir des gens qui acceptent de se remettre en cause, quoi, parce que c'est pas facile pour eux. Et en même temps, la ruche, c'est aussi nos clientes qui nous font confiance, qui choisissent nos produits. Et en choisissant nos produits, elles font un vrai acte militant. Si elles ne le faisaient pas, ben, simplement, on n'existerait pas, quoi. Trop bien. Et c'est comme ça que du coup, les gens sont depuis le début des ambassadeurs de ta marque, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que je pense que le message est cohérent et leur convient, leur parle. Et donc, ouais, ils se reconnaissent là-dedans, quoi. Trop bien. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux partager à des gens qui regardent ça et qui peut-être ont envie de se lancer, mais se disent, oh là là, mais moi, j'ai pas l'expertise de Virginie, ou je sais pas si je serais capable de faire tout ça, ou... Bah, moi, j'ai envie de leur dire, osez. Parce que, en fait, vous réussirez pas à tous les coups. Vous allez même vous planter souvent. Mais, si vous osez de très nombreuses fois, il y a un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça va marcher. Et cette porte-là, il faut l'enfoncer. Et à chaque fois, il va y avoir d'autres murs, mais il faut continuer à oser et saisir comme ça les petites opportunités. Et ce qui est hyper épanouissant pour moi aujourd'hui, c'est de faire ce que je pense être juste et de faire aucun compromis là-dessus. Dans mon travail de banquière, j'en faisais beaucoup, des compromis.
il y avait un message et puis il y avait une réalité qui était parfois un peu, qui s'entrechoquait un peu. Et ouais, c'est ça. Et finalement, d'oser, même si on a super peur de se planter, c'est encore le meilleur moyen de réussir. Trop bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Et du coup, je mettrai en lien pour te retrouver, c'est larucheleora.com ou .com. .com et lesaventurières.com, pareil. Super. Merci, bonne journée. Bye bye les aventurières. Bon courage.